D'abord, bonsoir à tous et ravi de vous rejoindre. J'entendais des choses très, très intéressantes, en vous rejoignant et bien merci à Christophe Tollet, à toi Léo et ainsi qu'à Gaëtan d'avoir autorisé ce titre le plus putaclic de tous les temps. Donc décarboner la culture ne suffira pas. Évidemment, je vais m'en expliquer un petit peu et l'idée n'est pas du tout d'invalider le travail du shift ou des shifters ou les travaux de décarboner la culture. Bien au contraire, je vais faire un début un peu inversé, un peu particulier. Moi, je vais terminer par les remerciements, en fait. Je vais remercier évidemment tous les gens qui œuvrent au sein du shift et le shift, mais aussi tous les shifters, puisque c'est grâce aux shifters que ces travaux se propagent et qu'ils se sont propagés jusqu'à nous. Et commencer par ça aussi. Moi, je vais vous parler de différentes choses. Mais en fait, dans tout ce que je vous présenterai, sachez que systématiquement, les travaux du shift et aussi les échanges avec des shifters ont toujours été à la base de tout. C'est-à-dire qu'en gros, pour être plus précis, sans vous, on ne fait rien. Sans vous, on n'est rien. Et c'est valable aussi, je mentionnerai tout à l'heure un atelier sur lequel on travaille qui s'appelle la fresque de la musique. C'est le cas aussi pour cette fresque où Cyril Delphos, qui j'imagine certains d'entre vous connaissent, qui est à la fois shifters mais aussi très engagé dans la transition de la culture, a été un des contributeurs principaux de cet atelier. Il nous a juste permis de comprendre qu'il méritait d'exister, ce qui n'était pas rien quand même. Et il me semble que parmi vous, il y a quelques personnes que je connais aussi. Laurent, c'est peut-être Laurent Baraton. Je vois qu'il y a un Laurent dans les participants. C'est lui-même. Et salut Laurent, ravi de te revoir. Et donc en effet, évidemment, les Shifters Culture font un super boulot de sensibilisation et j'avais eu la chance d'aller appartenir avec un festival avec lequel on collabore beaucoup, qui est un petit festival niortais. Moi, je vis à Niort. Et d'être proche justement des Shifters Culture. Et donc ça a toujours nourri notre action et nos, et évidemment, c'est la source principale, hein, le shift et les shifters. Alors, j'ai la chance d'avoir enfin compris à peu près la différence entre le Shift Project et les shifters. Et je trouve que c'est formidable ce que les shifters font en bénévole. Très actif aussi vers chez moi sur plein d'autres sujets que la culture. Et c'est le moment où je me présente un tout petit peu. Moi, je suis Alex Jubien. Je suis conférencier et fresqueur, surtout connu pour avoir été le 15e salarié de Deezer. Donc, j'ai construit là-bas l'équipe mobile et les applications mobiles. Donc, j'ai œuvré beaucoup, beaucoup dans le numérique et je suis devenu conférencier sur la transformation numérique, aider les grandes entreprises à se transformer côté numérique. Et puis, j'ai fait une grosse bascule environnementale vers 2018. Et aujourd'hui, en fait, je suis conférencier sur la transformation environnementale dans à peu près toutes les industries, que ce soit l'assurance, la banque ou des industriels. Mais il se trouve que la musique m'intéressait particulièrement. Et c'est un peu le cœur de la raison d'être de tout ce qu'on fait chez Music for Planet, c'est d'aider l'industrie musicale à se transformer. Et on parle bien de la musique, mais j'aborderai d'autres sujets. La musique peut aussi être une grande source d'inspiration, comme tout ce que vous connaissez, vous, dans la culture. Il se trouve que nous, on se concentre que sur la musique. Voilà. Et puis donc fresqueur, climat, biodiversité, numérique et plein de choses. Donc c'était logique qu'on ait envie de créer une fresque de la musique. C'est pas pour ça qu'elle méritait d'exister. C'est ça qu'on a dû tester d'abord, vérifier qu'elle avait vraiment une pertinence. Il se trouve que ça a été assez le cas, puisque cette industrie, en tout cas les acteurs de la musique ne prennent pas forcément le temps de faire une fresque du climat. En tout cas, ça leur parle pas. Ça leur fait une bonne excuse pour dire ça me concerne pas. Alors que quand on market un petit peu ça sous forme de fresque de la musique, même si les contenus sont un petit peu différents, ça leur parle tout de suite beaucoup plus. Et puis, Music for Planet, donc une association qui est à la croisée de musique et environnement. On a deux types de populations au bord de l'association. Soit des gens qui sont dans l'environnement ou dans la RSE et qui du coup en ont un peu marre de faire que des bilans carbone, trouvent que ça bouge pas assez, que ça va pas assez loin, les sujets sur lesquels ils sont et trouvent, on va dire une petite bouffée d'air et de quoi nourrir leurs engagements au sein de l'asso. Soit des acteurs de l'industrie musicale, donc des festivals. Alors on se concentre plutôt sur les personnes, hein, mais par exemple des responsables RSO de festivals, de salles et aussi des artistes. Et on en reparlera un petit peu. Et plutôt que de faire une présentation détaillée, coucou, Alex Jubien, c'est ça, la fresque de la musique, c'est ça, Music for Planet, c'est ça. Je vais plutôt aborder différents sujets. Et puis il se trouve qu'en fond, il y aura ce qu'on fait.
Et l'objectif, ça va surtout être une petite intro plutôt pour l'échange. Je pense que ce qui est pertinent là, ce soir, c'est qu'on arrive le plus vite possible à un échange entre nous. Il y aura peut-être beaucoup d'informations et Léo, je me tâcherai de t'envoyer le PDF pour que tu puisses le transmettre. En tout cas, voilà. Et si je prends ce qu'on entend nous dans l'industrie musicale, et peut-être vous l'entendez vous ailleurs dans la culture, mais dans l'industrie musicale, c'est soit zéro conscience et ils en ont strictement rien à faire. On a aussi entendu ces mots, non mais musique, environnement, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à faire ensemble. Arrêtez de nous embêter avec ces sujets-là. Ou bon, bah, on va arrêter de boire dans des bouteilles en plastique et il faut qu'on ait tous des gourdes, ou ne jetons pas nos mégots par terre. Voilà, si je caricature, c'est ça la caricature de l'industrie musicale. Heureusement, bah, il y a décarboné la culture. Ça a bien marché. Vous avez fait un très, très bon travail. Sauf que, bah, je pense qu'on est face à une, alors moi j'aime bien parler d'industrie quand je parle de la filière musicale aime parler de filière et moi j'aime bien leur dire: «Non, non, mais vous êtes une industrie» parce que j'aime bien, rappeler la matérialité. Le fait que ça fume et une industrie ça fume, il y a des usines et il y a des trucs il y a des trucs comme ça. C'est pas juste sans empreinte, c'est pas juste une filière avec des gens. Donc j'aime bien parler d'industrie et l'industrie musicale, elle est pile dans le tunnel carbone. On est exactement, en tout cas de ce qu'on voit de notre lorgnette, c'est bien trop le tunnel carbone, alors avec quelques exceptions près évidemment. Et puis ce titre très putaclic, Décarbonons la culture ne suffira pas. Samuel Valency avait écrit un article qui disait en creux ça, hein, c'est-à-dire que c'est pas juste la décarbonation. Et il se trouve qu'aujourd'hui, ce qu'on voit de notre lorgnette, c'est beaucoup trop ça, c'est-à-dire des acteurs qui vont, par exemple, faire un bilan carbone et cocher 2-3 cases pour avoir l'éco-conditionnalité aux aides. Et vraiment, au mieux, leur sensibilité environnementale est sur cette dimension carbone, mais au détriment de tout le reste. Et je pense que vous en serez d'accord, il faut qu'on les aide à aller un peu plus loin. Donc pour en finir sur ce titre, il va de soi que décarboner la culture est extrêmement important. Décarboner la musique, évidemment. Le fresqueur du climat que je suis ne vous dira pas le contraire. Mais par contre, ça ne suffira pas. Il va falloir aller plus loin. Et c'est un peu ce qu'on essaye de faire, pas toujours de manière simple. Mais en tout cas, nous, ce qu'on rappelle, et là, vous avez une des cartes de la fresque de la musique, bah, c'est que la musique, elle touche à tout. Et c'est un des rares secteurs. En fait, dans la musique, vous avez 80% des écoutes qui se font sur le numérique, donc énormément de numérique. Quand vous allez sur un festival ou sur un spectacle, il y a de la boisson et de la restauration. Vous avez tout le sujet du merchandising, donc ça touche à la mode, lieu hébergement, mobilité des transports. Mobilité et transport, ça vous connaissez ça bien au Shift Project puisque c'est vous qui, enfin le Shift en tout cas et les shifters ont bien propagé le fait que c'était un gros sujet pour la musique vivante. Et puis tout ce qui est de l'ordre objet, nous, on se concentre pas. C'était une des raisons d'être d'ailleurs de la fresque de la musique. C'est pas seulement la musique vivante, c'est aussi la musique enregistrée. Et juste, j'attire votre attention, je ne sais pas si vous le savez, il y a une étude REC qui est sortie il n'y a pas si longtemps, aussi opérée par Carbon 4 d'ailleurs, sur justement la musique enregistrée et ses impacts. Sans surprise, le numérique a un poids énorme, donc c'est les mêmes sujets que le numérique, c'est à peu près ce qu'on avait nous pressenti. C'est le poids du numérique qui prime, et comme vous le savez peut-être, du côté du numérique, c'est le poids du matériel hein, le plus impactant. Pas seulement la consommation électrique, c'est surtout le poids du matériel, la construction du matériel. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a plus seulement le shift et les shifters qui faisaient des travaux de vulgarisation sourcés avec des données. Ça commence à arriver et nous, on est très contents parce que ça nous donne de la matière pour sensibiliser. Et si je reprends un peu notre rôle par rapport à ce que je vous ai dit, chez Music for Planet, on est un peu une association de vulgarisation, un peu comme les shifters d'ailleurs, mais seulement sur la musique. Et alors, ce qu'on essaye de faire dans tout ce qu'on fait, c'est d'injecter aussi. Alors, on va pas jusqu'aux 9 limites planétaires parce que typiquement, le cycle de l'azote serait un peu trop compliqué à rapprocher de la musique, mais d'aller au moins sur ces 3 grandes masses: changement climatique, évidemment, effondrement enfin, destruction du vivant et raréfaction des ressources. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, j'imagine que vous voyez à quoi ça correspond et vous imaginez comment ça se décline dans l'atelier. En tout cas, si je prends la fresque de la musique, certains nous ont dit que qui connaissaient ces ateliers nous ont dit que c'est un bon mix entre la fresque du climat, la fresque de la biodiversité et la fresque du numérique appliquée à la musique. Tout à fait, c'est comme ça qu'elle a été conçue.
Donc c'est exactement le but. Donc il y a aussi de la biodiversité dedans. Et puisqu'on parle de biodiversité, vous avez peut-être connaissance de ce sujet très présent dans la fresque de la biodiversité, qui est les services écosystémiques. Et nous, tout est né de l'un de ces services-là, qui est le service culturel, et notamment le service d'inspiration. C'est plus présent dans la musique encore qu'ailleurs, mais on pourrait aussi prendre le cinéma et plein d'autres industries culturelles, plein d'autres filières culturelles. Mais dans la musique, si je vous dis, c'est pas c'est pas l'homme qui prend la mer, hein, mais aussi les 4 saisons. Enfin, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'œuvres qui sont entre guillemets bio-inspirées ou qui ont été inspirées du vivant. La Truite de Schubert, etc., etc. Et même des œuvres plus contemporaines. Et donc, un des enjeux du côté biodiversité, c'est que si on perd cette dimension-là, on pourrait perdre cette inspiration. Et donc, on pourrait perdre de la culture. Et ça, c'est quelque chose qu'on aime bien nous présenter aux acteurs de la musique. Pourquoi? Parce que ça touche la corde sensible. Je vous case une phrase que j'ai pas inclus à tort. C'est que la musique est la langue des émotions. Et donc, c'est un vrai sujet dans tout ce qu'on fait. On va aussi beaucoup aller chercher les émotions, activer les émotions. Donc, j'aurais dû caser cette corde-là. Et donc, l'autre dimension qui est très proche, par contre, de décarboner la culture, c'est qu'il y a un effet boomerang. Et c'est là qu'on aime bien rapprocher la partie biodiversité. Donc, l'effet boomerang, il va être côté climatique. Et là, vous avez une des cartes avec, par exemple, les canicules lors du Hellfest, les inondations lors du Wheel of Green, mais vous avez aussi le Detla Festival qui a perdu des centaines de milliers d'euros suite à des annulations de soirées. Et puis, on n'a pas encore eu le cas de grêlons qui tombent sur des festivals, mais comme vous le savez peut-être, changement climatique égale plus gros grêlons, plus fréquents. Donc ça arrivera peut-être. Et on illustre aussi que tout ça va augmenter aussi tout ce qui est assurantiel. On étudie beaucoup tout ce qui se passe du côté de l'assurance des festivals et de la musique vivante, parce que du coup, ça va être de l'argent. En tout cas, vous voyez, vous avez quelques cartes là qui sont les effets boomerang, qui permettent aux acteurs de la musique de comprendre que s'ils ne font rien, ça leur revient dans la figure. Et que même s'ils font quelque chose, de toute façon, ils vont subir les conséquences. Donc il y a aussi des sujets d'adaptation. Et puis en haut, vous avez tout ce qui est virus et pathogènes, donc le terreau propice des zoonoses, ça c'est plutôt côté biodiversité. Et en fait, quand on rappelle aux acteurs de l'industrie musicale que c'était pas très très cool une pandémie, ils s'en souviennent très bien. Donc voilà un peu la musique touche à tout et la partie, on va dire, impact. Vous vous en doutez, toute la première partie de la fresque de la musique qui est équivalent, enfin la fresque dure 3 heures comme toutes les fresques, mais la première partie dure 1 heure et demie. Elle est justement sur ces impacts, biodiversité, climat, etc. et ses effets boomerang. Et puis on a vu tout à l'heure, la musique touche à tout. En fait, il y a une deuxième partie qui commence par chouette, la musique touche à tout. Et donc vous remarquerez que ça ressemble beaucoup à la carte de tout à l'heure. En fait, c'est la même, c'est juste que le titre qui change. Et en fait, on retourne l'équation en se disant: «Mais en fait, si la musique touche à tout, elle peut peut-être être une source d'inspiration pour changer toutes ces industries-là». Et on a des exemples concrets, par exemple, d'artistes qui ont décidé de ne pas lancer une ligne de mode, mais de lancer des patchs. Et puis si vous prenez le courant de musique, le métal, ou vous avez d'autres courants musicaux où c'est le cas, hein. En fait, les métalleux, ils ont des blousons de cuir qui sont truffés de patchs de leur groupe favori. Ils ont un vêtement unique, donc si en termes de durabilité, on fait pas beaucoup mieux, quoi. Mais donc on a vraiment ce côté où la musique peut peut-être nous inspirer à changer des pratiques, à changer d'autres industries. Et donc c'est ce genre de choses, nous, qu'on étudie énormément. Les festivals peuvent être un moment où on va faire des expériences différentes. Typiquement, quand on fait des interviews, on s'est rendu compte que le festival, par exemple, était l'endroit où les gens découvraient ce que c'était que des toilettes sèches. Les toilettes sèches, c'est a priori là où ils ont découvert, et de plus en plus, des gens mettent des toilettes sèches chez eux. Ça commence à arriver. Mais il se trouve que là, c'est un exemple concret de l'industrie musicale qui a commencé à inspirer une pratique qui n'était pas gagnée d'avance, quoi. Et puis je vais vous donner d'autres exemples par la suite. Mais vous l'avez compris, enfin, ce que je veux dire par là, c'est que si l'industrie musicale décarbone tout ce qu'elle peut, et c'est à souhaiter qu'elle le fasse, hein, euh, bon, ce sera une bonne chose, mais on aura peut-être raté, enfin, il ne faut pas rater cette opportunité qu'elle aille inspirer des industries qui sont bien plus grandes qu'elle.
Et donc, son pouvoir est assez grand de ce côté-là. Et vous avez d'autres industries qui peuvent faire ça. Le cinéma en fait partie, mais l'industrie musicale particulièrement. Et puis, je vous prendrai un autre exemple tout à l'heure en vous parlant de pas seulement enfin, je vous parlerai d'une structure qui est assez inspirante pour nous, dont on est partenaire et qui se retrouve à être inspirante pour toute industrie. C'est exactement, ce qu'on promeut. On pense qu'il y a un grand rôle à jouer pour la culture en général, mais évidemment pour l'industrie musicale, à embrasser ce rôle d'inspiration environnementale. Et il se trouve que des œuvres ou des artistes le font déjà. Aujourd'hui, beaucoup sur le ton de l'alerte. On pourrait penser par exemple à la 2083 de Grand Corps Malade. De manière beaucoup plus complexe sur le rêve ou ce vers quoi on pourrait aller. Et viennent là tous les nouveaux narratifs et tous les nouveaux imaginaires. Mais en tout cas, ça ne dédonnera pas de réduire les impacts. Mais ce rôle d'inspiration environnementale, il peut être très grand. Et ça va avec, c'est là que j'aurais dû vous caser, la musique et la langue des émotions, puisque les émotions, c'est aussi ce qui nous met en mouvement. C'est la même racine latine, emovere, et c'est la mise en mouvement. Et donc on pense, nous, que la musique, on essaye d'activer ce pouvoir de la musique pour la mise en mouvement des professionnels et de leurs audiences. Et c'est ça que je vais vous présenter dans les différentes actions qu'on mène en déclinaison. Et d'autres le font aussi. Et il va de soi que c'est très intéressant pour nous de continuer à tisser des liens avec les shifters. On est très en mode l'entraide, l'autre doigt de la jungle. Je ne vous ai pas précisé, la fresque de la musique, c'est une initiative qu'on porte avec une autre association qui s'appelle Musique Declares Emergency France. Et il se trouve qu'on avait détecté que cet asso était un peu similaire à la nôtre, en tout cas sur certains aspects. Et donc, plutôt que de faire des choses chacun dans notre coin, on fait des choses ensemble. Et si on a l'occasion de faire des choses ensemble, on en sera ravis. On a déjà essayé un petit peu ponctuellement. Donc en tout cas, si je déroule un peu cette partie inspiration environnementale, on a 2 choses qu'on fait, en termes de plaidoyer. En termes de plaidoyer, on va mettre plus d'environnement dans la musique. C'est grosso modo, on va aller faire des interventions sur des événements qui sont plutôt liés à la musique ou des sectes des groupements, comme par exemple le Mila. J'aurais pu citer aussi, le réseau MAP. On est très présent aux Girafes tous les ans, qui est, les musiques actuelles parisiennes. Ou au MAMA, enfin bon, bref, toutes les conventions musicales et sur quelques festivals, on va être présent pour parler d'environnement, au cœur de ces sujets, au cœur de ces événements qui sont dédiés aux professionnels de la musique. Donc par exemple, le marketing dans la musique peut-il sauver la planète? Ça, c'était sur le MAMA. On avait aussi fait, comment la musique peut sauver la planète sur le sur Terre du Son. Vous avez compris qu'on aimait bien les titres putaclic. On a eu aussi des trucs du genre réchauffe l'ambiance, pas la planète. Enfin voilà. Donc ça, c'est plutôt du plaidoyer où on va mettre plus de sujets environnementaux dans la filière musicale, là où il n'y en a pas forcément, ou là il y en a un petit peu, ou quand il y en a déjà pas mal, on va juste venir renforcer ça. Et puis deuxième dimension, on va mettre plus de musique dans les enjeux environnementaux, dans les événements environnementaux. Et l'initiative dont je vous parlais tout à l'heure en vous disant que la musique touche à tout, c'est l'Opéra national de Bordeaux qui a fait beaucoup, beaucoup de choses. Ils ont fait des fresques géantes, fresques du climat géantes à l'Opéra national, etc. Ils ont fait énormément de choses. Mais je vais quand même vous présenter en détail une des initiatives très marquantes qui a beaucoup inspiré. Mais bon, sachez qu'en tout cas, on a été très présent sur des grands messes de l'environnement comme ProDurable, ce grand salon de la RSE, ou Change Now, l'innovation pour la planète, avec parfois des intervenants. Parfois, cette année, c'était ce que vous voyez en bas à droite, là, c'est Cyr Dioré, qui est un de nos ambassadeurs, qui a fait une intro de la table ronde de clôture en mode Music for Planet. Et puis en haut, à Change Now, c'était avec Will of Green et Emmanuel André, justement, de l'Opéra national de Bordeaux, ainsi que Cédric Carl, qui est de Solar Sound System. C'est un innovateur énergéticien. Et puis table ronde de clôture avec Emmanuel André aussi l'an dernier sur ProDurable. Alors, l'Opéra national de Bordeaux, ce qu'ils ont fait, c'est que vous avez peut-être suivi les grandes maisons d'opéra ont été en énorme difficulté au moment de la crise énergétique. L'Opéra national de Bordeaux, le budget énergétique par an, c'est de l'ordre de centaines, voire millions d'euros. Hein. Et sous contrainte financière, en fait, ils ont innové. Ils ont créé un Requiem de Mozart dont la
commande auprès je ne sais plus comment on appelle, c'est pas un scénariste, mais bon voilà, du metteur en mouvement, était qu'il n'y ait zéro achat. Et donc si vous tapez Opéra national de Bordeaux, zéro achat, vous retrouvez, on connaissait le zéro déchet, on ne connaissait pas le zéro achat. Et donc cette opération zéro achat était assez intéressante parce que le prix d'accès au spectacle était le même. Et en fait, les clients de l'opéra, ceux qui achetaient leur ticket, ne savaient pas que qu'il y avait cette démarche en place. Par contre, quand ils sortaient du Requiem de Mozart, ils avaient une exposition qui leur présentait la démarche de zéro achat. Et la commande, c'était que ça ne se voit pas. C'est-à-dire que les gens vivent une vraie expérience du Requiem de Mozart. Alors, c'était une grande réussite, hein. Les gens ont vraiment vécu une vraie expérience du Requiem de Mozart, et ils ont eu beaucoup de retombées presse. Et de notre côté, nous, on a propagé ça un peu du côté du REV. Vous connaissez peut-être le REV, REEV, le réseau éco-événement, puisqu'on est aussi assez impliqué dans tout ce qui est événementiel éco-responsable. Et ils nous ont dit que c'était plutôt inspirant, pas seulement pour la musique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est pour ça qu'on a fait venir Emmanuel Ondré en table ronde de clôture de ProDurable, puis sur Change Now. Et en fait, on s'est rendu compte que cette initiative menée par une structure de la musique qui était sous contrainte financière, qui s'est mis à innover en mode zéro achat avec que de l'économie circulaire, du prêt, du mécénat, et évidemment, le zéro achat, c'est aussi probablement peu de déchets. Elle inspirait tous les acteurs de la RSE, puisque à ProDurable, c'est que des acteurs de type CAC 40, banque, assurance, etc. Et donc, on pense que l'industrie musicale, elle peut aussi avoir du poids, pas seulement par ses artistes, mais aussi par ses structures et par ce qu'elle montre, et devenir inspirante pour le rêve qu'elle envoie. En tout cas, ça a été le cas avec l'Opéra national de Bordeaux. Donc ça va dans ce rôle d'inspiration environnementale dont je vous ai parlé. Ensuite, un peu plus tangible chez Music for Planet, là, alors notre partenaire, Music for Planet est une association basée à Bordeaux, et c'est notre partenaire historique, l'Opéra national de Bordeaux. Et tout simplement parce qu'une de nos cofondatrices, coprésidente, est la responsable RSO de l'Opéra national de Bordeaux. Et donc au niveau de cette inspiration, on va aussi la décliner auprès des professionnels de l'industrie musicale sous différentes manières. Donc on a vu le plaidoyer, hein, évidemment, on va aussi leur parler de ça sur des événements, mais aussi sous forme d'un podcast. Sur ce podcast, vous retrouverez des grands scientifiques. Vous en avez quelques exemples avec François Gémen, Valérie Masson-Delmotte, par exemple. Des artistes comme Aldebert, Tom Frager, enfin quelques-uns sont nos ambassadeurs. Et des festivals. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces cas-là, on devient un peu un outil de veille pour d'autres festivals qui n'ont pas toujours accès à ces informations. Et donc là, on va aller décortiquer, par exemple, les engagements de Terre du Son. Donc dans le cas de Wheel of Green, ça a même fait l'objet de 2 épisodes. En tout cas, on essaye de faire des contenus utiles aux professionnels qui ne vont pas avoir une énorme écoute, hein, parce que forcément, ça va intéresser qu'une niche de gens. Sur la SMAC du Krakatoa, sur leur rénovation énergétique, ça va intéresser que les salles de spectacle. Pour autant, pour le coup, c'est un très bon contenu pour une salle de spectacle qui voudrait lancer sa rénovation. Donc voilà le genre de choses que vous trouverez sur le podcast et qu'on diffuse justement à une audience de professionnels de la musique. Et puis, c'est la même chose ce qu'on fait avec la newsletter, qui se vaut à la fois veille et inspiration. Donc on a différents sujets dedans, et vous retrouvez que, évidemment, dans cette veille-là se retrouve beaucoup de contenu des shifters ou du shift, puisque peut-on séparer le bilan carbone de l'artiste, c'était un article sur Bon Pote avec Samuel Balancy, entre autres. Mais en tout cas, on relaye autant que possible, et on fait quelques contenus, on crée quelques contenus autres que le podcast, mais on va surtout faire de la curation et se débrouiller à ce que les gens qui veulent se nourrir dans la filière musicale puissent le faire, juste en s'abonnant à une newsletter. Et puis de la partie événementielle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et enfin, la fresque de la musique, aujourd'hui, on sent qu'elle peut rayonner au-delà de juste la filière musicale. Elle peut aussi inspirer peut-être les audiences et les publics, mais elle est quand même conçue principalement pour ces professionnels de l'industrie musicale.
Enfin, c'est vraiment dans cette optique-là. Et aussi pour ceux qui sont un peu, on va dire laissés pour compte, je m'explique, dans le cas d'une majors ou d'un acteur qui a beaucoup de moyens, ils auront accès à des ressources et peut-être à des intervenants. Mais dans le cas des écoles de musique, par exemple, eh ben, ils sont complètement, délaissés. C'est-à-dire qu'il y a rien qui a un lien avec l'environnement dans les écoles de musique ou dans un cursus qui serait lié, au musical. Et du coup, ça va être un des enjeux de cet atelier, ça va être aussi d'amener, un format simple et déployable, dans des endroits où on ne parle pas d'environnement. Et puis ensuite, on a parlé de l'inspiration des professionnels, bah, il y a aussi l'inspiration des publics. Alors ça peut passer par les professionnels qui vont vouloir inspirer, leur public. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé forcément les modèles, c'est-à-dire que peut-être qu'il faudrait qu'on fasse des choses open source dont les gens s'emparent pour inspirer leurs audiences. Mais ce qu'on a pu voir avec les festivals, bah, c'est qu'ils ont déjà fort à faire avec leurs bénévoles. Alors de là à, former des bénévoles à la sensibilisation environnementale, c'est un peu compliqué pour eux. Donc on le fait pour eux, c'est ce qu'on fait là, avec de la médiation environnementale. Nous, on a fait un premier essai cette année, en 2024, où on a déployé, sur des festivals, des bénévoles formés. Ils étaient passés par la fresque, un petit peu plus et puis une formation à un jeu d'animation. Ce jeu, c'est, tout simple, ça marche avec des petites cartes que vous voyez ici à la caméra. Et puis, on va faire piocher une carte aux gens et en 10 minutes, on va pouvoir leur poser quelques questions et ça va créer une discussion dans le groupe. Donc vous avez quelques exemples sous le coude. On a 3 catégories: impacts environnementaux à l'échelle d'un festival, et mes préférés à moi sont inspiration environnementale. Je ne résiste pas à l'envie de vous en lire une. Vous êtes le jury des Awards Music for Planet. Quels sont les artistes que vous récompensez? Quel titre remporte la Planète d'or? Et donc ça, quand vous vous adressez à un groupe entre 2 et 10 festivaliers, et ben, en fait, ça crée de l'émulation. Ils ont une discussion, qu'ils n'avaient jamais eue, sur ces sujets-là, et ils en ressortent avec le sourire et un côté un peu écologie positive, bien loin de l'écologie punitive. Et donc en tout cas, c'est l'épreuve qu'on a fait. Le seul truc qu'on n'a pas aujourd'hui, c'est le modèle de financement. C'est assez compliqué. On n'a pas encore trouvé, alors ça peut être plein de gens qui financent ça, en tout cas, difficilement les festivals. Et ça peut être, les régions, ça peut être, peut-être un gros acteur qu'on n'a pas encore trouvé, de type Crédit Mutuel. En tout cas, voilà les problématiques qu'on a par rapport à ce format. Il a le mérite de fonctionner, mais de là à le scaler, on n'en est pas encore certain. Et puis par contre, ça fonctionne bien. On avait déjà le stand, et là vous avez, l'équivalent de notre livre blanc que Christophe, avait bien apprécié. Je crois que tu étais allé le voir aussi, Léo. Donc on a un livre blanc, qui est l'équivalent en fait du contenu qu'on a sur notre stand, qui ressemble un peu à des panneaux scientifiques, et devinez, d'où viennent, une grande partie des données, et vous êtes, enfin le shift et les shifters sont très présents dans les sources, puisqu'on livre aussi les sources, hein, évidemment, de ce livre blanc. Il va de soi que ce que je vous présente là, ce que vous avez à l'écran là, sans les travaux du Shift sur décarboner la culture, ça n'existerait pas. Ça n'existerait pas. Donc merci encore. Et donc ça vous présente un peu ce côté vulgarisation qu'on fait nous sur ce que vous fournissez, sur ce que le Shift fournit et ce que les shifters diffusent. Et puis évidemment, qui dit sensibilisation des publics, eh ben, on va forcément passer aussi par la voix des artistes, pas seulement, leur voix, musicale, ça c'est important, certains ont aussi des super morceaux, liés à ça, mais aussi qu'ils en parlent ou qu'ils s'engagent auprès d'associations, notamment d'associations de terrain. Donc on essaie beaucoup de leur faciliter ça, d'activer ça. Et là vous avez même eu Tom Frager, qui a eu la bonne idée d'inclure le t-shirt de Music for Planet dans son clip. Mais je voulais absolument vous partager, notre plus belle opération de 2024, où Music for Planet n'apparaît pas. On est un peu en coulisses, parce qu'on est partenaire, on est partenaire en France de Savage Lands. Savage Lands, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est une ONG, un super groupe. Donc ils ont trouvé le moyen de faire jouer des grandes stars, du métal pour des enjeux environnementaux. Donc c'est un super groupe, je m'explique, les gens dont je vais vous parler, les artistes dont on va parler, et c'est un peu un des problèmes du côté de l'industrie musicale, ils auraient beaucoup de mal à jouer pour Savage Lands, en tant que tel. Donc ce que fait Savage Lands, c'est qu'il crée des groupes éphémères, un super groupe, mais un groupe éphémère qui va jouer par exemple pendant le Hellfest 2024 avec telle et telle personne.
Donc là, cette année, vous aviez donc il y a le batteur de Megadeth qui est passé, puisque c'est un des cofondateurs, mais vous aviez le guitariste de Sepultura, enfin, vous aviez quelques très grands noms. Et pour vous lister un peu l'ampleur des stars qui sont dans ce super groupe, vous avez les membres de Gojira, vous avez des gens de Metallica, vous avez Aldebert, vous avez plein de superstars internationales, en fait, toutes les grandes stars internationales du métal qui soutiennent cette initiative. Et donc, c'est à la fois le nom du groupe, mais c'est à la fois le nom de l'ONG. Que fait l'ONG? Elle lutte contre la déforestation au Costa Rica. Il faut savoir que le Costa Rica a voté des lois très strictes contre la déforestation, mais qui sont un peu impuissants face à la spéculation immobilière. C'est-à-dire que tout le monde veut sa petite maison en bordure de forêt, et à la fin, il n'y a plus de forêt. Et donc, ce que fait l'ONG, c'est qu'avec les fonds et la communication qu'ils arrivent à générer à travers la musique, ils achètent des terres et ils sanctuarisent ces espaces de vie sauvage. Donc voilà ce que fait Savage Lands, et nous, on est plutôt là en mode soutien, on leur amène des bénévoles. On est évidemment émerveillés de cette initiative-là qui vraiment met en direct la musique à contribution au service d'une ONG de terrain. Et puis là, vous avez la carte de la fresque de la musique. Ça nous permet aussi de parler de ce côté régénératif. Peut-être certains d'entre vous connaissent ce modèle qui est un peu le Graal du côté de la RSE. C'est quand le business model d'une entreprise parvient en fait à régénérer les écosystèmes. Évidemment, il y a beaucoup de bullshit derrière tout ça. Il y a aussi du greenwashing, donc il faut se méfier. Dans le cas de Savage Land, on est à peu près tranquille, puisque les gens qui l'ont fondé sont plutôt des militants écologistes de longue date. En tout cas, voilà la plus belle opération dont je voulais vous parler. On est très très content d'être partenaire de cette ONG. Hop. Et tout ça, ce sera le mot de la fin, avant qu'on passe à nos échanges, participe à la bascule culturelle. Et c'est vraiment notre raison d'être. On a changé notre raison d'être il n'y a pas si longtemps en disant nous mettons tout en œuvre à travers la musique pour œuvrer pour la bascule culturelle, pour la préservation de la vie sur Terre. Donc c'est quoi cette bascule culturelle? Vous l'avez là sous les yeux. Vous connaissez peut-être cette comparaison entre ego et éco. Vous avez l'homme, et j'ai bien dit l'homme et pas l'humain, l'homme qui domine la femme, les êtres vivants et les écosystèmes, et notamment la planète. A contrario, on peut passer peut-être à quelque chose de plutôt éco, où en fait tout le monde est un peu sur un pied d'égalité. Et si je dois prendre des mots que je tiens de Jean-Pierre Gou, qu'on a eu la chance aussi d'accueillir lors d'un événement, on passe de « ça m'appartient » à « j'appartiens à ». Et en fait, tout ce qu'on pourra faire, nous, pour œuvrer à cette bascule culturelle, et c'est aussi ce que j'essaie de faire dans mon activité de conférencier, servira à ce lien au vivant. Et on voit bien que là, c'est pas seulement décarboné, il y a aussi cette culture du lien au vivant, cette culture du fait qu'on est tous sur le même bateau, tous sur la même planète. Ça, c'est quelque chose que l'humanité, malheureusement, a un peu oublié. Et si je vais un peu plus loin, il y a même un inconscient culturel qui est un peu notre grand ennemi, et je terminerai là-dessus. Pour moi, enfin pour nous, puisqu'on est aussi tous d'accord là-dessus chez Music for Planet, hein, notre grand ennemi, c'est l'inconscient culturel qui s'est fixé un peu partout dans l'humanité. Et on est tous un peu acteurs de ça, hein, il faut pas, je stigmatise personne. Cet inconscient culturel, il nous fait croire que les humains, l'humanité, pourrait se passer du reste du vivant, voire de la Terre. Par exemple, aller vivre sur d'autres planètes. Et c'est ça l'enjeu pour nous. Et donc, on met la musique à contribution. On pense qu'elle a de très belles notes à jouer pour la préservation de la vie sur Terre. Et je vous remercie pour votre attention sur ces 20 minutes. On s'était fixé 20 minutes. On s'est peut-être débordé de 5 minutes. Et je vous propose qu'on échange sur tout ce qu'on a vu, et on peut revenir sur des slides si vous avez besoin, si vous le souhaitez. Merci à toi. J'adore ta note finale. Et belle découverte, Savage Land. Je connaissais pas du tout. Ah ouais, c'est vraiment. Alors oui, j'ai pas précisé. J'ai pas précisé l'essentiel. Donc, où est-ce qu'on était? Où est-ce que était ce stand? Ouais, c'est ce que je veux dire. Où est-ce que vous étiez derrière? C'était un petit festival qui s'appelle le Hellfest. Donc, en plein cœur du Hellfest. Donc, on travaille des très petits festivals comme
comme Nouvelle Scène, mais on travaille aussi avec des très très gros comme le Hellfest, qui est loin d'être le plus éco-responsable, même si ça avance beaucoup, puisque figurez-vous qu'il y a une responsable RSO qui est arrivée là-bas qui s'appelle Cindy Pajot et qui était précédemment membre de la communauté Music for Planet. Donc c'est aussi pour ça, ceci faisant. Et le Hellfest a annoncé cette année aider l'ONG Savage Lands à hauteur de 1 million d'euros sur 5 ans. Donc c'est pas rien quand même, 1 million d'euros sur 5 ans. Ils ont évidemment mis tout ce qu'ils pouvaient en place. Il y a eu une tombola, il y a eu les dons sur le cashback, le cashless, quand il nous reste un petit peu, on pouvait donner à Savage Lands. Mais surtout, on était très présents avec un stand assez grand, en plein milieu du festival. Et donc, en fait, nous, Music for Planet, ainsi que l'équipe de Savage Lands, on a passé notre temps à sensibiliser les gens. Je sais pas, j'ai dû parler à peut-être 600 festivaliers, quoi, en 3 jours. Et pour le coup, un très bel accueil d'une grande partie de la communauté métal. Mais donc voilà, j'ai oublié de préciser ça. Qu'est-ce qui était un gros morceau en 2024, qui n'a pas fait tant d'écho, hein, même si c'est peut-être une des plus belles opérations dans l'industrie, d'engagement dans l'industrie musicale. C'est cet engagement du Hellfest qui a mis Savage Lands au cœur, quoi. Et qui est vraiment, pour avoir un peu échangé avec des personnes assez bien placées du côté du Hellfest, enfin même les dirigeants du Hellfest, ils sont un peu en mode extrême, comme leur musique, en mode go big or go home, quoi. C'est-à-dire que nous, si on fait des choses, on veut faire des trucs grands qui tapent fort. On veut pas faire des petits trucs. Alors après, on leur dit qu'il faut quand même faire des petits trucs. Mais voilà, vous avez l'essentiel de l'histoire. Et en effet, c'était un peu fou d'être en sensibilisation environnementale au Hellfest. Il y a 3 ans, on n'aurait pas rêvé de ça. Trop bien. S'il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer, n'hésitez pas, même dans le chat, hein, je pourrais lire les questions. Je veux bien. Donc, salut Alex, effectivement, on s'était rencontrés. Salut Laurent. J'ai plusieurs petites choses. Alors déjà, un grand merci parce que je sais pas si c'est pareil pour vous au sein des équipes Shifter culture ou autre. D'ailleurs, il y a des fois où moi je suis en mode un peu désespéré, où je dis bah non, on n'y arrivera jamais, c'est foutu, c'est mort. Et tout. Puis d'autres fois, où, notamment en entendant ce que tu viens de dire, on se dit ah non en fait, ça commence à s'organiser. J'ai l'impression un peu de jouer dans la cour des grands. Là, ça devient intéressant. Donc merci pour ça. Écoute, j'ai envie de te dire, comme pour nous tous, ça dépend des jours, hein. Exactement. Ouais. Mais l'entraide Mais est là, l'autre de la jungle, donc voilà, ce genre de moment doit nous aider à un peu nous souder les coudes et aller de l'avant. Ouais. Ouais, c'est pour ça que sous toutes ces petites réunions, celle-ci ou d'autres, hein, d'ailleurs, elles sont vachement précieuses, en tout cas pour moi et pour d'autres, j'imagine. Tu mentionnais Jean-Pierre Gou. Est-ce que c'est le type qui a écrit Siècle bleu? Tout à fait, tout à fait. Ah, Je crois que je t'en avais parlé parce que je suis un grand fan. ouais. Mais on a eu la chance de le recevoir à Bordeaux pour sa conférence. Alors, pour le coup, même si tu parlais des jours qui vont bien, et même si je me livre beaucoup sur mon chemin personnel d'éco-anxieux, mais sur LinkedIn, j'ai lancé une newsletter qui s'appelle J'ai vu de la lumière, parce que j'essaye de transmettre un peu là où je vois de la lumière, justement, qui peut me permettre de ne pas regarder que l'ombre, ou de ne pas être toujours à l'ombre. Donc ça va complètement avec ce que tu as abordé juste avant. Et il se trouve que j'ai écrit un article sur Jean-Pierre Gou et la Révolution bleue. Ok. Alors moi, je préfère parler de éco-lucidité que d'éco-anxiété. Ouais. Du coup, les éco-anxieux sont des gens lucides dans un monde qui ne l'est pas. Exactement, il y a un bon bouquin là-dessus. Donc c'était Merci, juste pour merci Laurent. l'info aux personnes qui nous écoutent que Siècle bleu de Jean-Pierre Gou, c'est vraiment un super bouquin. J'ai vu Jean-Pierre Gou moi aussi, et c'est vraiment il y a 2 tomes, je crois, et je l'ai lu, je l'ai dévoré. Enfin, c'est vraiment un truc. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est une parenthèse. Deuxième chose que j'ai remarqué, c'est que pendant que tu parlais, je regardais sur le site Décarbonons la culture notre site, enfin Décarbonons la culture. J'ai vu que la fresque de la musique n'était pas mentionnée. Si tu es OK pour qu'on mentionne la fresque de la musique, ce serait vraiment très bien. Alors oui, mais pour autant, on est un peu à la bourre par rapport à ce qu'on avait prévu d'un point de vue. Enfin, c'est laborieux de sortir une fresque, vraiment. Et on est complètement empêtré dans le fait qu'il va falloir qu'on crée une structure dédiée. Parce que donc comment est financé Music for Planet? Music for Planet est principalement financé, alors un petit peu de subventions, mais beaucoup de mécénat d'entreprises, notamment par 1% Planète. Alors oui, tu as raison Gaëtan, il y a aussi La Petite Princesse que je mentionne dans l'article que je vous partage là.
qui est à la fois une suite, mais on peut lire La Petite Princesse sans avoir lu les 2 siècles bleus. Mais les siècles bleus sont quand même très puissants, Laurent. Et donc, Music for Planet est financé par du mécénat privé de quelques entreprises. Et du coup, si on se met à déployer les fresques par nous-mêmes, on va vite perdre l'intérêt général. Et donc, on ne pourra plus faire ces rescrits fiscaux. Donc, en fait, on se tue, quoi. Donc, il faut qu'on crée une nouvelle structure qui s'appellera Fresques de la musique. Et puis ensuite, il y a une grosse différence entre avoir un prototype d'atelier, ce qui est à peu près ce à quoi on parvient en ce moment, et avoir un atelier qui est animable par d'autres, et avoir un outil de formation des animateurs, et avoir une structure pour les accueillir. Vous voyez à peu près où on en est, quoi. Donc, et pour le coup, je ne dis pas qu'on a été très bon, on a été sur des modes un peu laborieux, on s'est pris pas mal les pieds dans le tapis, mais on a la chance de faire partie du collectif Créateurs de fresques, qui est un petit collectif de gens qui créent des fresques, et donc c'est assez bien ça. Ce que je voulais mentionner, c'est que dès que vous vous serez démêlé les pieds du tapis, si vous êtes d'accord pour mentionner la fresque de la musique sur le On site. peut déjà la mentionner. Ça rajoutera pas plus de pression qu'on en a déjà, parce qu'on en a déjà bien de l'industrie qui, en fait, par contre, c'est la bonne nouvelle, hein, c'est qu'il y a vraiment une attente. Donc, vous pouvez la mentionner, mais pour information, on avait, nous, soumis, par exemple, le livre blanc que je vais présenter tout à l'heure. On avait envoyé un mail au mail qui était sur le site pour que ce soit présent. Et je crois que c'est remonté à toi, Léo, ou à Christophe. En tout cas, il y a quelqu'un qui doit résoudre ça pour que les trucs qu'on avait postés sur le formulaire arrivent sur le. Ok, en tout cas, c'est dans les tuyaux. Et pour finir, j'avais une question. Moi, je ne sais pas si vous étiez là. Je crois que c'est il y a 2 mois. Il y a un intervenant qui s'appelait Thibaut Sinet, qui travaille sur les décors d'opéra. Et il avait été question, enfin, de droits d'auteur, notamment. Alors là, c'était sur les décors d'opéra, c'est-à-dire que il expliquait que ces décors sont soumis à droit d'auteur, ce qui fait que quand on veut les réutiliser pour un autre opéra, eh bien, ça représentait, si j'ai bien compris, un frein, puisqu'il fallait payer les droits d'auteur. Voilà, donc. Alors pour la musique, je sais pas exactement comment ça marche. Est-ce que les questions des droits d'auteur sont quelque chose qui a un impact ou pas? Ça, je saurais pas dire. Est-ce que tu as quelques informations là-dessus? Moi, je sais pas. C'est juste que est-ce que les droits d'auteur, bon, ça protège bien sûr les œuvres, mais est-ce que c'est pas aussi un système qui fait que on a intérêt à en produire toujours plus pour avoir plus de droits? Enfin voilà. Donc ça, c'était la question. Alors évidemment, je sais que c'est un sujet un peu touchy, hein, les droits d'auteur, mais je ne sais pas si vous l'abordez ou pas, en tout cas. Et merci encore une fois de ton intervention. Alors, très très bonne question, et ça va plus loin, c'est la propriété intellectuelle, quoi. C'est un vrai sujet sur le sujet de concentration, donc on essaye de l'aborder. C'est pas simple parce qu'on a vocation aussi à ce que cette fresque arrive, par exemple, chez les majors, qui sont typiquement des concentrateurs. Maintenant, on est plutôt pro-business, c'est-à-dire qu'on n'est pas contre les entreprises, on essaie plutôt de les aider à se transformer. Et c'est pas si simple. Mais sur ce sujet des droits d'auteur, alors par rapport à ce que tu mentionnais, si je prends l'exemple de l'Opéra national, c'était plutôt du prêt de costumes par d'autres maisons, c'était plutôt ce genre de choses. Donc, à la fin, il n'y avait pas cette problématique-là, au contraire. Et puis, c'est peut-être un peu l'occasion de faire voler tout ça en éclats, d'ailleurs. C'est-à-dire que on doit avoir une forme de renaissance écologique qui va nous permettre de réinventer, si on met des freins à la créativité. Mais je vais vous donner un exemple tout simple. Au début, il y avait plein d'idées pour faire des jeux de mots avec la musique, ou réutiliser des paroles d'artistes, comme slogan, environnementaux. Et au début, on n'osait pas trop parce qu'on disait: «Ah, c'est soumis à droit», et en fait, ça fonctionne. Il y a personne qui vient vous embêter dans ces cas-là. Je vais plutôt prendre des exemples du côté de la SACEM. On a des contacts avec la SACEM aussi. Ce qu'on ne sait pas, c'est si à un moment, ils vont un peu ouvrir les vannes du côté, genre typiquement, ils seraient bien amenés de dire: «Voilà, en fait, peut-être pour certains cas, quand c'est, de la sensibilisation environnementale, vous avez le droit de mettre les musiques que vous voulez». Parce que typiquement, nous, quand on fait des événements, si on veut passer un artiste pour dire: «Voilà, vous avez vu là, à tel endroit, Suzanne dans le SAV, elle dit ça». En fait, on est tout de suite rattrapé par la patrouille aussi. La SACEM, il faut savoir que ça va assez loin, hein. En ce moment, un de leurs dadas, c'est par exemple, les crématoriums.
donc les droits musicaux sur les musiques qui sont passées, les dernières musiques de votre vie, puisque c'est les musiques de votre mort pour le défunt qui s'en va. C'est quand même vachement cynique, quoi. C'est quand même vachement cynique quand on en est là. Donc bref, et pour info, dans les crématoriums, allumer le feu est très, très joué. Mais et que j'ai pas toutes les réponses sur le sujet des droits d'auteur, Laurent. Ce que je pense, c'est que c'est très intéressant, peut-être, s'il y a des assouplissements. En tout cas, ça vaut le coup de faire une veille là-dessus, parce que ça implique ce sujet au droit à la propriété. Et ce sujet au droit à la propriété, évidemment qu'il est important dans nos sociétés et que je ne suis pas en train de dire: «Ah attention, il ne faut plus qu'il y ait de droit d'auteur et que les auteurs ne puissent plus être rémunérés». C'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'on a un petit sujet dans le «ça m'appartient», dont j'ai parlé tout à l'heure. Et dans le fait qu'au final, je j'ai la chance d'être propriétaire de ma maison et de terrain qui est dessus. Mais à la fin, ce bout de terre, est-ce qu'il est vraiment à moi? Est-ce qu'il est aux générations futures? Est-ce qu'il est au passé? Donc j'irai vers, Sitting Bull, ou d'autres, c'est peut-être Saint-Exupéry, je sais plus. Je fatigue un peu en soirée. Nous empruntons, nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants, quoi. Je crois que c'est un Saint-Exupéry ou je sais plus si c'est Sitting Bull. Bref, c'est l'un des 2. Donc nous empruntons nous n'héritons pas la musique de nos aïeux, nous l'empruntons aux générations futures. Peut-être que ce serait ça la réponse, Laurent. C'est pas très clair, mais Je connaissais pas l'histoire des crématoriums et des droits, là. C'est assez cynique, oui, effectivement. c'est cynique. Mais donc voilà, ça Je montre sais un que peu enfin, je l'extrême sais aussi, que là. c'est un sujet hyper touchy parce que il était évoqué dans cette discussion là qu'il y a eu la question évidemment on remet pas en question la loi puisque je crois que c'est du domaine légal me semble-t-il, hein, c'est de droit. Oui, alors c'est tout le point. Par contre, à l'aune d'aujourd'hui, et je vais être un peu plus, radical, il faut peut-être qu'on remette en cause des lois pour qu'elles aillent plus loin. Typiquement, il y a plein Exactement. d'endroits, enfin j'aime beaucoup moi le Julia Fort, dans la mode. Vous avez en mode climat, c'est le groupement des marques de mode engagées qui réclament des lois plus dures sur les sujets environnementaux parce qu'elles sont justement vertueuses et elles investissent beaucoup dans la durabilité et elles sont en fait, elles ont une sorte de concurrence déloyale des enseignes qui ne le font pas, des marques qui ne le font pas. Donc la loi doit changer. Maintenant, la loi, elle suit toujours une tendance sociétale et pas l'inverse. Donc, et après, je suis pas forcément bien placé pour ça parce que Deezer a commencé dans l'illégalité, justement en ne reversant pas les droits d'auteur. Bon, je suis arrivé juste après, hein, c'était clean quand j'y suis arrivé. Ça nous a pas empêché de prendre des procès d'Universal ou des trucs comme ça. Mais pour autant, c'est souvent décrié, hein, le streaming. On oublie juste qu'à l'époque, le concurrent majeur, c'était justement le téléchargement illégal. Et donc, il y a un vrai sujet d'équilibre des modèles. Et le téléchargement illégal, il est venu empêcher les gens qui créaient de gagner de l'argent avec ce qu'ils créaient, quoi. Et donc, voilà. Et ce que je trouve intéressant par la suite, c'est que ça s'est quand même peut-être un peu moins un peu déconcentré, un peu moins. Enfin, le numérique a amené quand même cette capacité à des groupes plus petits de se créer une base de fans et après de faire de la musique vivante. Et de gagner quand même suffisamment d'argent de leur musique, même si c'est pas non plus. Enfin, il y a toujours une sorte de grand fossé entre l'aura d'un artiste et ce qu'il gagne effectivement. Typiquement, je crois qu'à un moment, j'avais eu l'écho de ce que gagnait Chaka Ponk, par exemple, et c'était, je trouve, très faible, compte tenu qu'ils étaient 5 dans le groupe, ou 4 dans le groupe. Quand on divisait par 4, ça faisait pas lourd, quoi, par rapport à l'aura du groupe, quoi. Et donc, il y a cette dimension-là aussi. Voilà, peut-être, en tout cas, je ne sais pas si c'est les droits d'auteur qui doivent forcément rémunérer. Et il va de soi que si la création n'est plus, un moyen de gagner de l'argent, on perdra de la création. Il y en a d'autres qui voulaient rebondir sur ce sujet, droit d'auteur, droit propriété intellectuelle? Oui, juste, moi, c'est marrant, Laurent, c'est comme j'avais compris que, bon, c'est Gaëtan, pardon, qui voulait en mettre des droits d'auteur sur la scénographie pour pouvoir être rémunéré, puisque si on réutilisait des bouts de leur création, il fallait qu'ils puissent être rémunérés de ça. Moi, je trouve qu'il y a une machine qui va un peu trop loin. Évidemment, quand on parle d'industrie de la musique ou de l'industrie du cinéma, c'est du business, donc tout le monde essaye de vivre avec ce truc-là. Et en même temps, moi, j'ai l'impression, mais
je ne suis pas sûre que ça vaut un grand débat, mais l'IA va arriver dans tous ces milieux-là et risque de mettre une grosse claque un petit peu à tous ces principes-là. Les plateformes sont déjà arrivées, les Américains, voilà, ils n'ont pas du tout la même gestion du droit d'auteur que nous. Et moi, je vous raconte une petite anecdote qui me rend un petit peu gueudin, c'est que maintenant, quand on filme une ville, que ça soit Paris ou d'autres, non seulement il y a des droits sur les immeubles, des immeubles qui ont potentiellement été achetés, payés par une partie des fonds publics, avec nos impôts, on a des droits. Et là, sur le dernier film où je faisais beaucoup de trucs dans Paris, les gens qui font de l'art sur les murs sont comme le mec qui fait les mosaïques, là, Inviders, il est référencé à la DAGP et donc ça génère des droits. Voilà, donc je filme la rue, l'espace public et tout génère des droits. Il faut que j'efface les invaders. Et donc, voilà, ce business-là, je trouve, a pris une ampleur assez dingo et je crois qu'il est trituré dans le mauvais sens. Il va falloir, l'IA risque de remettre une grosse claque là-dedans, dans un sens et dans un autre. Bien vu, merci Gaëtan, c'est très intéressant. Et alors du coup, du côté de la musique, hein, évidemment, c'est un peu tout le problème, comme d'habitude. L'IA limite passe devant les sujets environnementaux, hein, en termes d'attention des dirigeants, de buzz, voilà. Après, aujourd'hui, la crainte, c'est qu'elle commence à faire de la musique agréable et écoutable. Après, ça va un peu avec. Vous avez quand même des puristes qui parlent du fait qu'il ne faut pas de compression numérique, etc. Et en fait, il y a un sujet des émotions. La musique étant la langue des émotions, en fait, voilà, le jour où l'IA nous fera une musique qui nous fait pleurer, là, je me dirais waouh. Et en fait, on n'a pas encore vu ça. Aujourd'hui, c'est les humains qui savent faire des musiques. Alors, pour le coup, peut-être que ça marchera parce qu'il y a des humains qui ont fait des musiques qui savent nous faire pleurer et qu'à la fin, l'IA va compiler tout ça. Mais on a un vrai sujet. Ouais, ça va un peu plus loin. C'est garder notre humanité, quoi. Tout ça va avec le fait qu'on consomme de la culture via le numérique. C'est pour ça que le sujet de l'IA est aussi présent. Si ça n'était pas le cas, ça n'aurait pas autant de poids. Clairement. Moi, j'aimerais revenir sur tout autre sujet. Tu as parlé des écoles de musique à un moment. Donc là, on est parti à un peu grosse structure, un peu le Hellfest et tout, mais dans ces petites structures, donc là, est-ce que tu as déjà fait la fraise, par exemple, de la musique dans ce genre de petites structures ou pas du tout? C'est un axe à développer? Alors, pas encore. Il faut bien voir que pour l'instant, on en est à 5 co-auteurs qui ont déployé 2 ou 3 chacun atelier bêta-test. Hein, donc, on est encore vraiment aux prémices, même si ça nous permet d'itérer, en fait. Et puis, évidemment, avec un peu de travail de relecture, puisqu'il y avait quelques fresqueurs à bord, etc. Et pour le coup, merci à Cyril Delfos qui a participé au tout premier atelier. Il nous a suivis au début, il nous a aidé au début, mais il a aussi participé au tout premier atelier, il nous a fait beaucoup de retours. Enfin voilà, c'est vraiment, c'est aussi, il y a des shifters dans l'équation. Mais pour le coup, on n'a pas eu l'occasion. On sait qu'ils sont intéressés. On a échangé avec eux à ce sujet, enfin certains. Plutôt comment elle s'appelle? C'est Arthur Le Cercle qui s'en est occupé, notre coordinateur. Il y a une sorte d'association des écoles de musique dont fait partie le SIAM. C'est une école de musique que lui a faite à Bordeaux. Ça s'appelle... je ne sais plus. C'est une sorte d'association des écoles de musique. Et c'est plutôt à cette instance-là qu'on parle pour que, en fait, grosso modo, quand c'est prêt, ça déploie dans toutes les écoles de musique. Ça commencera par un test avec un animateur pro, mais on espère qu'à la fin, peut-être qu'il y a des profs de musique qui seront suffisamment sensibles à l'environnement pour se dire tiens, je vais me former. Et puis voilà, quoi, que ça marche un peu comme pour d'autres fresques, que tous les ans, ce ne soit pas forcément des gens de Musique for Planet ou des animateurs pro qui seront formés, mais que ça puisse être les profs, tout simplement. Et il se trouve qu'il y en a, il suffit de chercher, on arrive à trouver des gens écolucides. Et éco-conscients, éco-engagés, un peu partout, et y compris chez des profs de musique. Quoi. Je ne sais pas si ça répond suffisamment à ta question, Léo. Ça répond super bien à ma question. Mais en tout cas, c'est vraiment une des cibles où on se dit, tiens, c'est vraiment une bonne adéquation. C'est pas la cible primaire, mais c'est celle qui nous permet aussi de vulgariser énormément parce que, comment dire, avec des pros, par exemple, festival, on peut aller un peu dans des sujets techniques liés à un festival.
avec des étudiants en école de musique, il faut qu'on reste sur des trucs presque terre à terre, quoi. Enfin, genre, il se passe ça, il se passe ça. Et donc, on a différents. On a commencé à décliner différents formats. On a des formats sur la partie solution qui sont des formats cas d'usage et d'autres qui sont des cartes solutions. Voilà. On s'inspire juste d'autres fresques qui ont. Il y en a certaines qui ont, par exemple, la fresque des nouveaux récits a un format cas d'usage et la fresque du numérique a des cartes solutions. Voilà. Ok. On Même s'inspire de système formats existants. de... Ouais, c'est ça, ouais. Même système de cartes qu'à peu près dans les festivals, ou c'est vraiment toute autre chose? J'ai pas C'est des petites compris. cartes que t'avais dans les festivals, que vous passiez avec les gens pour... Non, c'est à peu près dans ce système-là, ou c'est dans un Ah, système plus la un fresque peu de presque? la fresque de Ouais, la musique? Ah non, c'est une fresque ouais. classique Non, sur c'est une phrase table, classique, ouais, ok. 3 heures. Non, non, c'est le même format que les autres fresques parce qu'il y a besoin. Hein, c'est Ouais, pas plus du tout posé, ouais. ça, c'est 10 minutes en déambulation ou sur le stand en mode. T'as vu, c'est important. On peut parler d'environnement et de musique et je te mets un moment fun et je te fais de l'écologie positive et puis on abat. Avec 5 ou 6 médiateurs, quand on fait des groupes de 5 à 10, on en dépote. Hein. Donc c'est vraiment ça, c'est un peu façon Greenpeace. Enfin d'ailleurs souvent, on a fait ça sur 8 festivals et on est souvent mis à côté des ONG existantes, donc ça commence à être cool. Qui serait Zero Waste par exemple ou Greenpeace. On a des formats de quiz aussi musicaux. Donc là, par contre, il nous faut un peu de matos sur place, mais ça se fait très bien. Et puis, ça, c'est plutôt vraiment audience, parce que l'audience, en tout cas, par contre, les formats de fresques auprès de festivaliers, on a déjà essayé, ça marche, mais il faut que les gens, ils bookent 3 heures, quoi. Donc, c'est Ouais, pas... c'est ça. Sur un Et en fait, on se festival, rend c'est compte sûr quand on que... le fait, ouais, mais quand on le fait, on se rend compte que ceux qui viennent, c'est pas n'importe qui. C'est justement un prof de musique écolucide, c'est une ethnologue de la musique, enfin voilà. Ouais, des gens qui sont vraiment intéressés par ça, quoi. Voilà, c'est ça. Mais c'est logique. Hein. Oui, Après, clairement. on a fait nous beaucoup la promotion des fresques sur les festivals et on se rend compte que justement, ce format de 3 heures, il est compliqué, à part si c'est vraiment un éco-festival, ou un festival très engagé. Et typiquement, on n'a jamais vu des fresques géantes, il y en a plein, genre festival des fresques, voilà. Mais des moments de fresques géantes sur des festivals, c'est rarement le cas. C'est des petits ateliers. Et alors la fresque de la culture aussi, enfin évidemment, Cyril en étant un des co-auteurs, on avait, on avait bien évalué est-ce que la fresque de la musique mérite d'exister et le fait que la fresque de la culture aborde pas forcément l'usage numérique dans la musique. Enfin, il y avait plein de choses qui étaient pas, qui étaient intéressants. Évidemment, la fresque de la culture a tout à fait pertinence aussi auprès des acteurs de la musique, mais c'était pas le même. Non, Pas ce le que même j'allais dire, marketing. si on rajoute biodiversité plus un peu du numérique, je pense que ça apporte ce qui manquait peut-être à cette fresque-là, entre guillemets. En tout cas, on n'a peut-être pas cette prétention-là, mais on va essayer. Ouais. Ouais. Et Ok. cette dimension biodiversité, pour l'instant, on pêche un peu. Hein, si vous avez, on a des exemples un peu parlants. On Ok, a c'est ce quelques que j'allais te trucs, poser mais comme question après. voilà, parfait. Mais on manque encore alors, on continue à chercher. Hein. On a des trucs intéressants à raconter. Donc, We Love Green fait un bilan carbone et des bilans biodiversité, notamment avec une écologue qui s'appelle Hortense Serret, Ok. qui est dans la communauté Musique for Planet. Donc, on a la chance même pour le coup, on avait demandé de rejoindre notre comité scientifique précédemment. Et il se trouve que, comme par hasard, elle s'est retrouvée à faire la partie biodiversité de We Love Green. Donc, on relaie ce genre de choses. Et quand c'est le genre de choses, on a une carte dans les cartes solutions qui s'appelle Faire le bilan, carbone et biodiversité. Donc, on parle de cette initiative-là pour sensibiliser. On a dans les exemples un peu choquants, parce que vous savez, une fresque, c'est beaucoup de petites anecdotes que les animateurs vont raconter. Le fait que quand on parle des sanitaires, il y a un festival en Allemagne qui est un peu un festival alternatif où les gens sont tellement défoncés qu'ils vont faire pipi dans la rivière. Et là, la biodiversité, elle plane, parce qu'il y a évidemment de l'alcool, mais pas que de l'alcool, quoi. Et donc, si d'un seul coup, tout le monde se met à ruiner dans la rivière, vous doutez bien que ça se passe pas très bien pour la rivière. Donc ça, c'est plutôt des impacts biodiversité qui sont parlants. Ils ont le mérite de choquer, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a côté CO2. Aujourd'hui, on a plein de données, plein de trucs. On essaie juste de faire le lien et que les gens ne l'oublient pas, de parler de ces services écosystémiques, de rappeler que c'est de là d'où viennent les matières premières et qu'il y a aussi cette dimension-là.
Donc c'est peut-être plus vulgarisation que lien avec la musique. Et on en fait quelques-uns, mais on pêche encore un peu. On n'est pas encore carré, quoi. Ouais, Par Laurent contre, qui sur va prendre des l'inspiration, petits. ça marche bien. C'est-à-dire que ce côté, tous les artistes ont été inspirés. Alors, on met aussi beaucoup en avant tout ce qui est field recording. Vous trouvez ça, par exemple, sur le podcast avec Molécule. Le fait Ok. qu'on va mettre aussi inclure des sons qui viennent des écosystèmes ou qui viennent du vivant. Ça se fait beaucoup. Voilà, à suivre. Et je ne sais pas si c'est Gaëtan, on a cette dimension-là aussi du côté du cinéma ou du côté d'autres industries culturelles. Cette dimension inspiration liée au vivant, liée à la nature. C'est pas ouf. Non, C'est pas autant que ce qu'on peut avoir en musique, on est d'accord. non, moi j'allais te poser une question un peu sur, voilà, bon, on a quand même vachement de mal à faire de l'éco-production. Pour ce qui est de traiter les sujets, c'est quand même assez loin, même si moi je dis toujours que, voilà, avant Covid, quand j'en parlais, on me regardait avec des grands yeux et ça menait des débats. Maintenant, disons qu'il ne fait pas bon de dire qu'on n'en a rien à foutre, quoi. Donc c'est déjà une avancée, on va dire. C'est Mais la même chose dans la musique, hein, c'est pareil. voilà, mais non, c'est pas généralisé, c'est pas pensé. Nous, notre gros problème, notre gros impact en dehors de la nourriture, des déplacements, etc., c'est on a une matérialité qui est hyper forte, c'est-à-dire que les caméras, c'est comme les iPhones, quoi, on en change tous les 6 mois. Et oui. donc, il y a de la geekerie et des écrans dans tous les sens, et plus ça va, et plus c'est énorme, et plus ça va, plus il y a des nouveaux outils qui font plus ceci, plus cela. Et ça, on n'arrive pas à freiner cette chose-là. Et donc, oui, on va peut-être pouvoir agir sur d'autres choses. Et il y a des associations qui se mettent en place, même de comédiens, tout ça, pour éviter des demandes excessives des talents, comme on appelle dans notre métier. Mais tant qu'on n'aura pas réussi à freiner la course au matériel, ce ne sera pas bon, quoi. Voilà. Et puis notre métier, mais bon, je pense que j'y pensais là justement quand je parlais, je me dis dans un festival, le matos, il doit avoir quand même une durée de vie beaucoup plus longue que ce que nous on fait dans le cinéma. J'allais justement rebondir, mais vas-y. Non, mais voilà, après vous avez les écrans LED et tout ça, mais non, ce que j'avais trouvé intéressant et qui serait bien pareil d'appliquer à notre métier, parce que j'ai trouvé ça assez drôle. On avait rencontré ici justement quelqu'un qui faisait des audits un petit peu de l'énergie qui était utilisée sur les événements, tout en disant que il y a des cultures de groupes, de gens qui gèrent l'énergie sur les événements, et nous, donc on appelle ça des groupemans ou des chefs électro, et où on se rend compte à quel point on est très mauvais. Enfin, nous, on est très mauvais sur la réalité de ce qu'on a besoin comme énergie. Et ça, voilà, il y a cet axe-là qu'il faudrait travailler. Mais avant, il faudrait travailler les cantines, rien que la nourriture. Enfin, non, nous, il y a beaucoup de travail dans notre secteur. Alors après, de côté de la musique, hein, tu as un truc qui s'appelle les groupes électrogènes sur les festivals. Hein. C'est pas mal. Ouais. C'est bien costaud. Hein. Ouais, justement, il y a quelques temps, le patron du Hellfest, il se vantait que c'était 200 000 litres de fuel, mais genre en mode, waouh, on est les géants, on est les plus grands, donc on crame tant de fuel. Et après, il a fait, ah oui, oui, en fait, c'est pas le truc dont il faut qu'on se vante. D'accord, j'ai compris. Et donc, il a fait beaucoup de chemin, évidemment, mais il y a quand même cette dimension-là. Et pour le coup, chacun fait du chemin, et c'est vraiment le cas de certains gros festivals. Donc attention, parce que j'ai cru comprendre en plus que ce serait en ligne, en vidéo. Donc mais en plus, c'est vraiment le cas. Nous, on pour autant, on manque d'unité, nous, tu vois, ça ne... Voilà, il n'y a pas de... Mais en tout cas, tu as quand même, je vais parler des trucs les plus catastrophiques côté industrie musicale. Enfin, on peut penser à Rammstein sur le tome de matos qui est déplacé, mais un des trucs qui m'a le plus choqué, c'était les tournées de Mylène Farmer. Tu parlais tout à l'heure des écrans, oui et non. C'est-à-dire que même sur un festival, quand tu as, par exemple, sur les Franco, 4 artistes qui passent l'un à la suite de l'autre, chacun a son matos. On a vu aussi des trucs où en fait, certains artistes, ils veulent être avec tel micro et pas un autre. Donc, il y a aussi vraiment toute une question de duplication du matos ou de transport du matos systématique. C'est tel écran et pas un autre. Et puis, à contrario, t'en as, ils ont leur guitare et puis c'est tout, quoi. Et tu as, par exemple, Ron dans la... Donc oui, pardon, j'ai pas déroulé Mylène Farmer. Mylène Farmer, il y a double scéno. C'est-à-dire que la scéno, il y en a d'autres, hein, des acteurs comme ça, mais
Donc, tu as une scéno, elle met tellement de temps à être montée qu'il en faut une deuxième pour être montée sur la date d'après, et ça fait un roulement entre les deux scénographies, quoi. Donc, waouh! En fait, c'est pas l'impact d'un matos, c'est l'impact de double matos avec des échelles complètement mégalo. Et je dis pas que c'est pas absolument nécessaire pour faire ce show-là, sauf que du coup, on est dans la mégalo. Donc, on a une des cartes, je vous l'écris sur le chat. Son titre, c'est ça. C'est un petit jeu de mots entre mélomane et mégalomane. Puisqu'en fait, vous aurez remarqué que mélomane et des mégalomanes se ressemblent beaucoup. Donc, c'est ça le titre de la carte. Avec dessus Tomorrowland, qui est un énorme festival de techno complètement mégalo, justement. Donc, il y a vraiment cette dimension. Et puis le fait qu'au final, c'est ces chiffres du succès. C'est-à-dire qu'un artiste à succès, c'est un artiste qui fait des grandes. Donc, ça, il y a aussi une carte sur le succès. Je me voyais déjà en haut de l'affiche. C'est ça l'illustration. Et bon, bref, voilà, c'est le genre de choses qu'on essaye d'aborder, qui n'est pas trivial à résoudre. Et pour autant, donc j'allais donner des bons exemples. Ron, qui est quand même un artiste pas neutre en techno, c'est quand même, enfin en électro, c'est quand même quelqu'un d'assez connu. Il a mis, et il a dit à ses équipes, de toute façon, c'est pas compliqué. Moi, il faut que ça loge dans 2 valises et je prends le train et je fais tout comme ça. Donc voilà, il y a aussi des artistes qui posent le truc et ça nuit pas forcément à leur carrière non plus. Et il fait tout loger dans 2 valises et puis voilà. Et il fait de la très bonne musique de film. En plus, tu vois? Donc il y a vraiment, voilà, cette dimension-là. Et puis après, il y a évidemment tout ce que les artistes peuvent inspirer aussi comme sensibilité, comme on aime beaucoup, nous, Gaël Faure, par exemple, qui justement, lui, va plutôt privilégier des choses dans le monde rural, des petits trucs, et qui va vraiment créer une connexion avec les gens qu'il va croiser qui est juste folle. Voilà, et un peu des retours aux sources aussi. On verra bien où ça va, hein. On n'a pas prétention à voir à savoir où va la musique. On sait qu'on essaye d'inspirer au moins, et qu'à la limite, si dans le futur, et il ne faut pas dédouaner, hein, mais si dans le futur, les gens ont quand même besoin de cette connexion collective, parce que c'est quand même ça un festival. Alors, je vais partir un peu en live, et c'est pas complètement sourcé scientifiquement. Ce qui est sourcé scientifiquement, c'est que les gens qui vont plus à des concerts ou des festivals sont plus heureux. Là, il y a une étude là-dessus. Donc déjà, on peut attester que ça. Et nous, on pense, en rapprochant avec des choses qui sont liées à la quête de sens, que c'est justement, ça rejoint tout ce qui est rituel collectif de type religieux. Quand est-ce que les religions ont commencé quand est-ce que les humains ont commencé à faire des grandes choses ensemble, des grandes villes? C'est parce qu'il y avait les religions qui amenaient des rituels où chacun pouvait se reconnaître et se faire confiance. Et donc, en fait, les festivals un peu participent à cette dimension-là, tout comme un match de foot, hein, c'est pareil. Il y a une sorte d'aspect communautaire, on fait unité, on fait humanité. Et d'où le fait que quand il y a des 2 camps, forcément, voilà. Et ce qui est vachement bien dans les festivals, c'est qu'il n'y a pas 2 camps. Vous n'avez pas les rouges contre les verts, quoi. Il n'y a pas 2 camps, tout le monde est sur le même artiste, donc tout le monde a fait le choix d'écouter cet artiste. Donc il y a une sorte d'unité qui est phénoménale, plus que dans le sport. Dans le sport, il peut y avoir un ennemi, là, il n'y a pas d'ennemi, c'est l'artiste, quoi. Et donc ça, c'est assez beau, et on pense vraiment que ces grands moments musicaux, en fait, c'est ça, il y a une sorte de liesse populaire énorme qui se crée, et que les gens vont peut-être quand même toujours vouloir vivre ces grands trucs. Après, ils peuvent se créer pas forcément ces grands nombres-là. C'est peut-être ça qu'il faudrait mener comme étude, quoi. À partir de combien on est suffisamment heureux quand on fait la fête? Ça, c'est un vrai sujet. Mais ouais, il y aura peut-être toujours besoin de ça. C'est juste que si à un moment on le met à vocation d'inspiration environnementale, ce sera toujours ça de gagner, parce qu'on sait que réduire les impacts, de toute façon, ça suffira pas. Si ça permet à chacun de faire du chemin et d'aller, on va dire, travailler son ombre climatique, pourquoi pas? En tout cas, c'est un peu ça qu'on essaie d'activer. Et je me suis peut-être un peu perdu en route, mais c'était quand même ça l'idée. C'était quoi l'autre dimension là-dessus? Ouais, voilà, ça dédouane pas pour autant le fait de réduire les impacts, évidemment, hein. Mais moi, je crois que si on avait une loi ou une contrainte qui disait qu'il faut faire autrement, on serait tout aussi créatif en Oui. faisant autrement. Voilà.
Donc, c'est pour quand ça d'ailleurs qu'on. si on disait par exemple qu'il faut utiliser le matos du Zénith, alors bon, peut-être que la salle aurait moins de clients, mais c'est fou quand même de se dire qu'il faut habiller le Zénith complètement à chaque fois, et en light et en son, il n'y a rien, quoi. C'est une salle vide, quoi. Ça, moi, je trouve ça dingue. Mais bon. Moi, Oui, il y je a suis très peu de désolée. il y a très peu de mutualisation, Ouais. en effet dans la En musique. dehors des festivals, les salles de concert ont quand même un fonctionnement assez dingo, quoi. Mais tu as raison sur le côté innovation sous contrainte, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, c'est un des cas d'usage qu'on avait posé. Mais c'était super drôle parce que quand on a posé, alors ça fait un petit bout de temps qu'on travaille sur ces sujets-là, on l'avait posé avant de bosser sur la fraise de la musique. Un cas d'usage qui était de dire voilà, 2024, le gouvernement vous contraint pour une raison, je crois qu'on prenait une autre raison, on prenait une raison environnementale, à réduire votre jauge par 2 pour les festivals. En fait, c'est ce qui a failli se passer avec les JO pour des raisons de sécurité. Et donc après, on a transformé le cas d'usage. Coucou, votre festival de 200 000 personnes passe à une jauge à 100 000. Que mettez-vous en place? Qu'est-ce que vous créez? Et ben en fait, quand on se pose ces cas-là, on va innover sous contrainte. Et ce qu'on trouve vraiment chouette avec ce que l'Opéra national de Bordeaux a fait, c'est qu'ils ont innové sous contrainte. Et ça n'a pas donné quelque chose de moins bien, ça a donné quelque chose de vachement mieux avec une belle histoire en plus. Bien vu, Gaëtan, c'est vraiment ce qui se passe quand on est sous contrainte. Et c'était le cas de Deezer aussi. Avec le téléchargement illégal comme concurrent. En fait, quand on est sous contrainte, c'est là où l'innovation, elle émerge vraiment. Ça, c'est clair. Est-ce que moi, j'ai encore un peu de temps si vous voulez continuer à échanger. En tout cas, je trouve ça très plaisant comme discussion. Je m'enrichis également. Donc, Moi, je suis désolée, nous sommes passés en mode dîner. Je vous laisse. Merci Ah, mais beaucoup. tu fais bien. Est-ce que c'était ce que tu attendais, Gaëtan, Oui, de moi, nos échanges? c'est Parfait. très intéressant de voir un petit peu comment ça fonctionne. Je pense qu'on a des problématiques assez proches. Ouais, Et donc, bien sûr. je trouve ça passionnant. Après, voilà, nos outils de cohésion ne sont pas encore à fond, mais ça va venir. Il y a des Alors, initiatives. c'est le cas pour nous aussi. Contrairement aux shifters, on a un peu professionnalisé, mais c'est pas pour ça que ça marche beaucoup mieux. Moi, je trouve ça phénoménal, hein, ce que les shifters arrivent à faire avec que des bénévoles. C'est incroyable, quoi. Merci pour ta présentation, merci pour ton temps. C'était super intéressant comme discussion. À part si certains d'autres ont envie de rajouter quelque chose, mais moi, je pense qu'on peut se laisser là. Ouais, merci beaucoup. Ouais, c'était vraiment super intéressant. Eh bien, ravi aussi.